7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 7h43 et pour évoquer la mémoire de l'ancien président Jean Garrigue, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, spécialiste d'histoire politique. Vous avez notamment publié une histoire érotique de l'Élysée de la Pompadour au paparazzi, c'est chez Payot. Et à côté de vous, Catherine Clément, bonjour. Vous êtes philosophe, femme de lettres et vous avez notamment publié... Femme de lettres, je ne sais pas, c'est un peu vieillot ça quand même, écrivain. Écrivain, d'accord. Et vous avez publié en octobre prochain, vous publierez Jacques Chirac, une passion française. Non, c'est déjà publié. Bon, alors écoutez, ma fiche est entièrement fausse, on va la réécrire. Catherine Clément, surtout, vous n'aviez pas l'air d'être complètement... Oui, je ne savais pas qu'on engageait des inquisiteurs à France Culture, c'est une nouveauté. Les inquisiteurs, non. Si, des inquisiteurs, j'ai bien dit des inquisiteurs. C'était une revue de presse internationale, orientée. Très orienté. C'était le regard de la presse britannique, c'est particulier. Oui, non, mais soutenu par le journaliste qui la lisait. L'organisation du paragraphe, ça ne étaient des faits plutôt vrais. Non, je ne trouve pas. Alors justement, dites-nous en quoi ils vous paraissent faux. Parce que d'abord, la condamnation de Jacques Chirac, il a été condamné après son départ et de façon, je dirais, anachronique. Parce qu'à l'époque où il vivait, comme François Mitterrand, les présidents à cette époque avaient des poches d'argent liquide sur eux, les comptes n'étaient pas surveillés, aucun compte n'était surveillé, et ça, depuis très longtemps, ça a commencé à se réguler, disons, avec Michel Rocard. Donc c'est tout à fait anachronique de lui faire ce procès-là. Ça ne colle pas, ça ne va pas. Je croyais que vous vouliez rajouter quelque chose, Catherine Clément. Oui, je pense qu'il est populaire maintenant parce que d'abord il ne faut pas s'y tromper, parce qu'un homme qu'on a connu qui a eu une fille très malheureuse et très malade pendant très longtemps, qui a fait une tentative de suicide, enfin qui a vécu de façon très difficile si longtemps, ça attire une compassion, même pas forcément lucide, mais une compassion naturelle. Et d'autre part, parce qu'il était extrêmement français par bien des égards, même s'il avait un tropisme oriental et extrême oriental très important, même s'il était attiré par le Japon, l'Inde et la Chine, il était quand même extrêmement français. Et il était bon. Alors ça, je l'ai vu souvent. C'est une expérience de témoignage personnel. Je l'ai vu souvent extrêmement, on aurait dit autrefois, figurez-vous, charitable. Ça se dit plus du tout. Généreux, charitable. Mais c'est la bonté, tout simplement. On n'a pas l'habitude de penser les hommes politiques comme bons. On a tort, parce qu'ils peuvent l'être. Jean Garrigue. Alors ça pose déjà énormément de questions, y compris cette revue de presse. C'est vrai qu'on peut avoir envie de réagir à cette forme d'unanimisme et presque d'idolâtrie qui suit les périodes de deuil comme celle-ci. On a vu la même chose après la mort de François Mitterrand, par exemple, et des personnages politiques qui avaient été très contestés à leur époque, ce qu'on oublie un tout petit peu en ce moment, aujourd'hui, comme Jacques Chirac, prennent après leur mort une dimension historique qui relève aussi beaucoup d'une sorte de nostalgie d'une époque perdue, celle où on fumait des cigarettes, où on faisait l'amour en toute liberté, pour le bien ou pour le mal, ça c'est à chacun d'en juger, où on conduisait sa voiture à tombeau ouvert, enfin bref, et où on mangeait sans faire attention à sa ligne. C'est l'époque de Jacques Chirac. Donc il y a cet effet de nostalgie, mais qui ne doit pas quand même empêcher d'avoir un regard critique et complexe sur une trajectoire qui est quand même très controversée. Et puis c'est vrai c'est vrai, comme le dit Catherine Clément, Jacques Chirac, il faisait partie d'un système, d'un ancien monde, on va dire, qui a encore des prolongements aujourd'hui, mais d'un ancien monde qui avait, dans lequel on peut dire que les élites politiques avaient un peu tendance à considérer l'argent public comme leur argent privé. Et donc il a été, je dirais, partie prenante de ce système. Peut-être que ce n'est pas encore le moment, un jour après sa mort, de parler de ces questions-là, mais on ne peut pas les éluder. En ayant ce regard, évidemment, distancié, pour ne pas faire d'anachronisme, il participait d'un système qui, à l'époque, était courant. Lui, il avait monté ce système de financement occulte du parti gaulliste par le système de raquettes des entreprises par la mairie de Paris. Comme les socialistes avaient le système Urbain, les choses ont évolué après les années 90, mais ça n'empêche pas qu'on puisse apporter un regard un peu assez lucide sur ces systèmes. Voilà, chacun va
nous dire qui était son Jacques Chirac, qui était cet animal politique que vous avez rencontré en 1981, je crois, Le Catherine 9 mai 1981, c'est-à-dire la veille du 10 mai, c'est-à-dire la veille de l'élection de Mitterrand. J'étais à l'époque journaliste au Matin de Paris et j'étais la seule communiste. Je venais d'être exclue du parti, mais quelques jours avant. Donc j'étais encore vaguement communiste quand même. Et la seule de la rédaction. Chirac m'appelle le matin, il me donne rendez-vous pour 19h le soir. La conversation m'a éberluée, parce qu'il a été question surtout de sa voyante et de ce que sa voyante lui avait dit. Sa voyante. Sa voyante. Dit, oui, absolument. Oui, mais écoutez. Ce qui fait deux informations. Il y en a, vous allez voir, c'est rempli d'informations. Donc la voyante de Chirac lui aurait dit, m'a-t-il dit, que Mitterrand gagnerait, mais ne serait pas président. J'ai mis plus de 20 ans à comprendre pourquoi il m'a dit ça. J'ai commencé par lui dire que c'était fou. Enfin, c'était une conversation très brouillonne sur ce terrain. Je crois qu'il pensait simplement, je crois qu'il avait connaissance de la maladie de Mitterrand. C'est tout simplement ça que ça voulait dire, mais c'est incohérent. Et puis à la fin, brutalement, d'un seul coup, il me dit, écoutez, puisque vous connaissez bien Mitterrand, je vous charge d'un message pour lui. Allez lui dire que dans 5 ans, après les législatives de 86, je suis prêt à être son Premier ministre. Ce qui est aussi une information quand même. Mais sur un plan politique, il n'était pas complètement malheureux de la victoire de François Mitterrand, Jacques Chirac. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. À partir de 1976, de la rupture avec Valéry Giscard d'Estaing, l'objectif premier de Jacques Chirac est de devenir le leader de la droite, donc de prendre la place de Valéry Giscard d'Estaing, et ce qui explique pourquoi tout sera mis en œuvre en 1981. Bon, d'abord pour arriver en première place de la droite au premier tour, et puis on le sait aujourd'hui, ça a été confirmé par beaucoup, la fameuse entrevue secrète chez Édith Cresson pour faire perdre Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, il y a une trajectoire, il y a une stratégie politique. Dans un premier temps, je deviens le leader incontesté de la droite, et dans un second temps, j'essaye de renverser François Mitterrand. Quel animal politique était-il, Catherine Clément? J'aime pas du tout l'expression animal politique. Quelle expression vous préféreriez? Ça fait un peu zoo quand même. Hein. Zoo humain. Ça fait aussi bestial. Il était considéré comme un fauve. Je le lis d'ailleurs dans les différents articles que j'ai sous les yeux, Catherine Clément. C'est des points de vue de mec. Excusez-moi. Non, mais allez-y. C'est des points de vue absolument masculin. La trajectoire de Jacques Chirac, moi, elle m'intéresse parce qu'elle a commencé par être patronnée par Édouard Herriot, qui était radical socialiste quand même. Je l'ai toujours perçu comme un radical socialiste. Henri Queuille aussi, parce qu'il avait des positions, disons, centristes. Mais le radical socialisme a disparu complètement. Il se réincarne un peu dans Macron, un tout petit peu quand même, à cause de son centrisme, mais il n'a jamais été très à droite, ni très à gauche. Néanmoins, nous étions aperçus que nous avions vendu l'humanité au même endroit, pas à la même date, mais au même endroit. Et donc, il y a une part de lui qui est restée très à gauche. Ce qu'on a bien vu au moment de la fracture sociale. Et cette part de lui-même qui était très à gauche, elle n'a pas disparu du tout. Et alors, si vous n'aimez pas animal, fauve, si c'est des expressions de mec, donnez-nous une expression de meuf, Catherine Clément. Un homme, non? Un séducteur, peut-être. Non, un homme. Un homme, enfin, je veux dire, un homme, c'est un terme générique. Il avait un ressort, il avait un dynamisme que d'autres hommes, femmes, individus politiques n'ont pas. Alors, j'ai une hypothèse là-dessus, mais je vous préviens, elle est un peu personnelle. Je pense que son ressort... Je suis là pour écouter vos hypothèses personnelles. Même, je peux y aller. Allez-y. Je pense que le ressort le plus important, c'était sa fille malade. Parce que il a caché... Enfin, c'est impossible de parler de ça avec lui, même quand on les connaissait bien. C'était un tabou absolu. Et on voyait bien que la partie politique de sa vie lui permettait de supporter ce grand malheur. Je pense que c'est ça le fond de la chose. C'était un point commun avec De Gaulle. Oui, mais la fille de Gaulle est morte beaucoup plus tôt. Elle est morte à 20 ans, ce qui n'a pas été le cas de Laurence Chirac, qui est morte beaucoup plus tard. Elle est morte assez récemment, Laurence Chirac. Elle est morte, je crois, en 2016. Oui. Et puis la différence, c'est que De Gaulle se construit à travers cet événement majeur qui est la débâcle de 1940. Chirac, il n'y a peut-être pas de détonateur de ce type. Et c'est pourquoi je pense que l'interprétation psychologique que donne Catherine Clément n'est pas du tout erronée. Je pense que on cherchait un adjectif éventuellement pour le définir. Bon, il pourrait y avoir le conquérant.
parce qu'en réalité, Jacques Chirac, c'est une vie de conquête qui a d'ailleurs laissé beaucoup d'adversaires sur le bas-côté de la route, mais une vie de conquête peut-être pour oublier, pour laisser de côté le drame intime de Laurence. Je crois que c'est quelque chose, c'est une explication assez forte de sa trajectoire. Sur le terrain politique, là aussi je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est très clairement un radical socialiste, je dirais, égaré dans un camp politique dans lequel il ne se reconnaissait pas. D'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises, hein, cette dualité est permanente chez lui. Elle explique pourquoi, malgré tout, en fonction des circonstances, en fonction des modes ou des inflexions que sa famille politique a choisies, par exemple l'inflexion néolibérale dans les années 80, il change très très facilement d'orientation politique, tout en gardant fondamentalement chevillé au corps ce tempérament, cette sensibilité radicale socialiste. On va écouter justement Jacques Chirac dans ses œuvres avec l'une des formules qui a assuré son succès, la fameuse fracture sociale que l'on va entendre. Et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique. Et je m'excuse de vous le dire, mais c'est un système socialiste. Quoi ? Alors revenons-en au logement, parce qu'il y a là quelque chose de capital. Il y a 52 les logements. Une seconde, quand même. Non. Une seconde. Parce que je ne peux pas laisser dire ça par une formule lapidaire. Il y a 20 millions de chômeurs en Europe, mais il y a 52 millions de personnes en situation de précarité ou en dessous du seuil de pauvreté. C'est un phénomène européen lié à des politiques globales. Et pendant que nous étions au pouvoir, nous avons aussi connu ces difficultés, mais nous avons essayé de traiter le problème des gens qui étaient dans la plus grande difficulté. Donc je ne peux pas vous laisser dire c'est un système socialiste, honnêtement. Vous avez reconnu les voix de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, ce fameux moment de la fracture sociale, Catherine Clément. Qui venait, sauf erreur, d'un groupe appelé Phares et Balises. Alors, il y a un débat sur la paternité. S'agit-il d'une formule d'Emmanuel Todd ou pas? On en discute. Ce qui veut dire quand même qu'elle est plutôt venue par sa gauche. Oui. C'est quelque chose qui lui vient de la gauche. Oui, ce qu'il a rendu une fois président, il a quand même fait énormément de choses qui n'ont pas l'air de compter pour les journalistes politiques, mais qui me paraissent très importantes, comme ce qu'il a fait pour le handicap, avec Julia Kristeva, ce qu'il a fait pour le sida, ce qu'il a fait pour la protection routière aussi. Et puis, pardonnez-moi, mais le discours du Veldiv est une chose tellement importante qu'il ne faudrait surtout pas... Pourquoi? Expliquez-nous. Écoutez, ce sont des policiers français qui sont venus arrêter mes grands-parents Gornik et les ont expédiés à Drancy puis Auschwitz. Et ils ne sont pas revenus. Donc je sais particulièrement bien ce que c'était que la police non française de cet État-là. Dans ce discours, que dit-il, Catherine Clément, et pourquoi cela marque? Que 450 gendarmes des policiers ont secouru le système de l'occupant et ont arrêté des juifs. Il dit exactement comme ça et il cite le nombre. Oui, Jean Garrigue. En mettant en valeur, en pointant du doigt la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, il brise, et c'est ça qui est quand même très fort, grâce notamment à la plume de Christine Albanel, il brise un tabou. Le tabou gaulien d'une France unanime, rassemblée, résistance, ce qu'on appelait le résistentialisme. Il brise un tabou en montrant que l'État a été collaborateur et que la question juive, qui avait très, très longtemps passé quasiment sous silence par les autorités politiques, devient une question majeure, est un enjeu majeur. Il a fallu beaucoup d'historiens américains, on est sur France Culture, pour essayer de détecter, de mettre en valeur là aussi cette question. Là, c'est quand même prendre acte politiquement de cette responsabilité, c'est rompre, d'ailleurs, non seulement avec le mythe gaulien, mais aussi avec ce qu'était la politique de François Mitterrand. Et peut-être se démarquer donc de son prédécesseur. Et se démarquer de son prédécesseur, mais pas seulement. Je crois qu'il y a vraiment une volonté d'acter quelque chose de très très fort et qui vient d'une... Oui, alors c'est aussi générationnel, parce que voilà, il a pris du recul par rapport... Il est d'une génération qui a pris un peu de recul par rapport aux événements de la résistance. Il est le premier président, au fond, qui n'a pas vécu, qui n'a pas combattu au moment de cette période de l'occupation.
Et donc, c'est quand même un discours très important. Ouais. Catherine Clément. Et par ailleurs, tout le monde est tombé de sa chaise quand on a découvert qu'il avait traduit Eugène Onegin de Pouchkine. Et Moi, très en tout cas. précocement. Oui, parce que c'est un texte très difficile à traduire, et qu'il avait fait du sanskrit, ce qui est quand même aussi très étonnant. Et qu'il avait été grouillot au musée Guimet, où il faisait des cafés, enfin qu'en gros, il aidait à transporter des objets. Donc c'est très précoce, il n'a même pas 20 ans à ce moment-là. Pourquoi en parlait-il si peu, Catherine Clément? Je crois que sa fille encore était un verrou, le Bayonnais. Sa fille malade. Il ne faut pas oublier ça. C'est quand même dans la vie d'un homme, c'est très important, une paternité avec cette pesanteur qui colle au cœur. Non, j'imagine, mais pourquoi cela lui faisait-il taire ses goûts personnels en matière de culture, Jean Garrigue? Il y a deux éléments. Il y a ce premier élément, ce compartimentage entre le privé et le public, qui est aujourd'hui une notion qui n'existe plus, mais qui pour lui était très très forte parce qu'il y avait ce drame privé, et donc il considérait que ce fort privé ne devait pas être dévoilé. Mais en même temps, on pourrait dire oui, mais en même temps, c'est vrai que Jacques Chirac dévoile aussi un certain nombre d'autres goûts pour la chanson populaire, Johnny, Madonna, et la petite faisant culotte. mine d'aimer la petite cote de Madonna, ou le football, auquel il ne connaît rien d'ailleurs. Et donc, Vous ne connaissez rien au football? oh non, rien du tout. En Liliane Thuram 98, l'a dit hier, oui. en 98, là, on voit bien d'ailleurs sur les images, lorsqu'il il profère les noms des joueurs de football de l'équipe de France, il ne les connaît pas du tout. En revanche, il capitalise de manière très, très, très subtile, en tout cas de manière très efficace, sur cet effet justement patriotique de la victoire de 98, et même social, puisqu'on a parlé du Black Blamber. Ce que Lionel Jospin, qui lui est un vrai connaisseur de football, a été beaucoup moins capable de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très politique aussi. Je veux dire que mettre en avant son attachement aux aspects populaires de la culture française, c'est aussi une manière de se démarquer de la culture des élites. Jean Garrigue, une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi, c'est chez Payot. Catherine Clément, Jacques Chirac, une passion française. On se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer la mémoire de Jacques Chirac. Quel homme politique il était, puisque vous ne voulez pas dire Catherine Clément animal, vous trouvez le terme impropre, et puis vous serez rejoint par Jean-Jacques Ayagon, qui fut ministre de la Culture et de la Communication de Jacques Chirac. Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos invités, l'historien Jean Garrigue, qui a publié une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi, la philosophe et écrivaine Catherine Clément, qui a publié sur Jacques Chirac, Jacques Chirac, une passion française. Nous accueillons Jean-Jacques Ayagon, bonjour. Vous êtes ancien ministre de la Culture et de la Communication de 2002 à 2004 sous le gouvernement Raffarin, et puis vous êtes commissaire de l'exposition Jacques Chirac ou le dialogue des cultures au musée du Quai Branly en 2016. Tout d'abord, votre représentation de Jacques Chirac, l'homme et l'homme politique, Jean-Jacques Ayagon. Écoutez, c'était une formidable énergie. La première fois où j'ai découvert Jacques Chirac en chair et en os, c'était en Corrèze. J'étais professeur à Égletons. J'ai enseigné en Corrèze, à Égletons d'abord, à Tulle ensuite. Et donc je suis allé assister à une réunion publique au cours d'une campagne pour les législatives, puisqu'il avait été député de la Corrèze. Et là, je me suis rendu compte à quel point cet homme avait une formidable capacité à galvaniser une salle, à la transcender, à la convaincre, à quel point il savait également faire en sorte qu'on adhère à son projet, à son point de vue, avec une énergie, même parfois une violence, d'ailleurs dans le propos, tout à fait extraordinaire. Violence, c'est-à-dire ? Une violence des mots, donc il n'hésitait pas en effet à employer des mots qui étaient susceptibles de chauffer une salle. Cette salle d'ailleurs avait été chauffée avant même son arrivée. Je me souviens encore très très bien de la façon dont ça se passait. Il y avait quasiment un aboyeur qui criait si la N89 a été refaite, c'est grâce à qui? Et toute la salle criait Chirac. S'il y a 3 nouveaux bulldozers à l'école des travaux publics, c'est grâce à qui? Chirac. Il faut dire qu'Égletons a été particulièrement soigné par Jacques Chirac. La Corrèze a été soignée la Corrèze est un département qui aime les présidents et qui fait des présidents. Et donc, en effet, Jacques Chirac a pris grand soin de la Corrèze. Mais qui le mérite, c'est un département, c'est quand même un département loin de tout et qui méritait qu'on s'en occupe. Jean Garrigue. Oui, aussi un peu avec l'argent de Marcel Dassault, dont il était assez proche. Mais bon, depuis longtemps.
depuis qu'il était tout enfant grâce à ses Exactement, parents. grâce à ses parents. Et sur l'homme politique, sur ce qu'en dit Frédéric Seyss par rapport à son trajet, un trajet qui aujourd'hui serait à la fois difficilement reproductible, mais qui témoigne donc d'une époque passée. Oui, le billet de Frédéric Seyss est toujours excellent, et là il l'est particulièrement aujourd'hui, parce qu'il a très bien résumé. Effectivement, c'est le dernier homme politique du XXe siècle. Ça n'est plus possible aujourd'hui d'être un homme politique. J'ajouterais autre chose d'ailleurs. Il me semble qu'il y a dans la présidentialité de Jacques Chirac ce mélange, cette dialectique entre quelque chose qui sauvegarde, je dirais, l'autorité de la présidence gaullienne, une forme de surplomb qui le pousse d'ailleurs à ce discours de rupture avec le gaullisme qu'est le discours du Veldiv, mais qui en même temps s'exprime à travers le discours, enfin la position de 2003 sur la non-intervention en Irak, et en même temps cette capacité d'empathie, de proximité, cette popularité, j'allais dire, spontanée qui est la sienne. Enfin, popularité à éclipse. Parce quand il était au pouvoir, c'était une popularité. Oui, et en 1988, Madame Chirac dit les Français n'aiment pas mon mari. Donc il faut là aussi remettre un peu les choses à leur place. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi dans ce type de présidentialité qui était celui de Jacques Chirac, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, parce que des tas de raisons, parce que la communication a pris le pas, il y a quelque chose qui sauvegardait encore cette forme de surplomb, d'incarnation qui était hérité du général de Gaulle, et qu'aujourd'hui a carrément disparu. Comment était-il dans l'adversité, Jean-Jacques Ayagon? Parce que donc aujourd'hui, Jacques Chirac est très populaire, mais lorsqu'il était au pouvoir, il a subi des avanies, il a subi des revers de fortune. Oui, écoutez, il avait dans l'adversité une résistance tout à fait extraordinaire. Je me souviens notamment de l'hiver 94-95. Il était candidat à l'élection présidentielle. Les sondages donnaient Édouard Balladur vainqueur. Jacques Chirac avait été lâché pratiquement par tout le monde. Balladur, c'était 58% de popularité en janvier de l'élection. C'était considérable. L'élection était faite, disait-on. Et donc je me souviens. Qu'est-ce qu'il vous disait, lui, à ce moment-là? Il m'est arrivé de le voir revenant d'une émission de télévision pas totalement convaincante, ratée, disons-le, un peu abattu. Je le vois encore avec Claude rentrant à l'hôtel de ville. Mais malgré tout, il avait cette formidable capacité à résister, à ne pas baisser les bras, à ne pas renoncer et finalement à rebondir. Parce que si en janvier, Édouard Balladur était très haut, Édouard Balladur s'est ensuite tassé puis effondré, et c'est Jacques Chirac qui a gagné. Frédéric Seyss. Oui, cette résilience trouve aussi sa source sans doute en 1967, quand il part à sa première grande bataille électorale. Ce sont les législatives, et comme c'est un jeune loup, il est envoyé dans une circonscription réputée ingagnable, très à gauche, en Corrèze précisément, et il gagne, je crois, de 500 voix au deuxième tour, face à la gauche qui est extrêmement bien installée dans ces oui, mais divisée. Jean Garrigue, gauche il y a divisée. plusieurs C'est ce qui lui a permis. Il y avait un candidat communiste, il y avait le frère de François Mitterrand, et cette division-là a un peu fait le jeu aussi du bulldozer Jacques Chirac, comme le disait Georges Comte. Mais au sens où rien n'est perdu à l'avance, et c'est peut-être à ça qu'il a pensé ensuite en 1980. Catherine Clément. C'est tout à fait vrai que c'est un président du XXe siècle, mais je me demande vraiment pourquoi il y a tant de jeunes qui viennent signer Et il y a une foule de jeunes qui viennent à l'Élysée. J'imagine que c'est à cause de notre maison brûle et nous regardons ailleurs, cette phrase qu'il a prononcée en Afrique du Sud. Je pense que c'est ça qui attire les gens, mais peut-être pas. Hervé Gardette reviendra dans quelques instants sur le Jacques Chirac soucieux de l'écologie avec différentes nuances de vert. Ça ne répond pas exactement à la question. Pour que viennent faire Répondez à la question à laquelle vous voulez répondre, Catherine Clément. Qu'est-ce que les très jeunes qui viennent signer à l'Élysée ont dans le crâne, voilà, ou dans le cœur? Qu'en pensez-vous, Jean-Jacques Ayagon? Je crois qu'ils ont le regret d'une sorte d'image de ce qu'est un président de la République. Vous l'avez très très justement dit. Les temps ont changé. On ne peut plus être président comme il l'a été, c'est évident. Mais néanmoins, vous savez, nous sommes, paraît-il, toujours dans le regret de la monarchie. Je ne sais pas si c'est exact, mais nous regrettons, nous pensons, nous autres Français, toujours qu'avant, il y avait peut-être un meilleur. Et Chirac incarne cette présidence parfaite, peut-être. Et puis, il y a la passion de Jacques Chirac pour les arts premiers, le musée du Quai Branly. On a retrouvé dans les archives de France Culture Jacques Chirac en guide conférencier. C'était au Petit Palais, c'était en 1992, à une époque où sa vie politique était assez rude. Écoutez-le, c'est très amusant.
Vous avez quelque chose de superbe. Cette civilisation avait pour habitude que ses chefs, ses caciques, c'est-à-dire les chefs de village, puisqu'il n'y avait pas d'État structuré, recherchaient le contact avec les esprits pour trouver l'inspiration et prendre les décisions dans la prise d'une drogue hallucinogène qu'on appelle la cohoba, dont on ne sait pas exactement en détail de quoi elle était constituée. C'était une drogue hallucinogène. Alors, il y avait d'abord, pour se purifier, la nécessité de vomir. Alors, pour vomir, il y a des spatules spéciales qui sont de toute beauté. Elles sont, sur le plan plastique, tout à fait exceptionnelles. Alors, ensuite, on prenait la cohoba à travers un inhalateur. Vous en avez qui sont également des pièces admirables dans cette vitrine et qui permettaient d'inhaler la poudre hallucinogène. Un connaisseur, entend-on, dans la voix de Jacques Chirac. Il détaille les pièces de cette collection. Vous avez été son ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Vous avez plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer cette passion pour les arts premiers avec lui. En l'occurrence, au moment de l'exposition de Taïno, j'étais directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. On préparait le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Comme directeur, je lui avais fait une note en lui disant « Monsieur le maire, il faudrait prendre des initiatives. Après tout, une bonne partie de nos concitoyens parisiens sont originaires des îles de la Caraïbe. C'est une partie de leur histoire. » Je lui ai fait quelques propositions. Il me les renvoie, à noter toujours au stylo rouge. Il me dit « Non, j'ai une autre idée, venez me voir. » Je vais le voir. Et il me dit, écoutez Ayagon, quand même, on ne va pas célébrer le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Nous autres Européens, nous sommes comportés de façon ignoble. Nous avons détruit des civilisations, nous avons anéanti des peuples, nous avons importé nos maladies, nous avons fait croire que notre religion était meilleure que celle des peuples soumis. Nous n'allons pas célébrer le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, mais rendre hommage au peuple précolombien, en l'occurrence au peuple de la Caraïbe, au Taïno Arawak. Et il me dit, vous savez tout naturellement de la civilisation des Taïno Arawak. Bon, je dois vous dire que ma culture sur les Taïno était à ce moment-là extrêmement sommaire. Je dis bien sûr, monsieur le maire, mais il me dit, si vous n'en savez pas assez, allez voir Jacques Kershach et vous pourriez peut-être, au Petit Palais, lui confier le commissariat de cette exposition. C'est comme ça qu'est née cette aventure de l'exposition des Taïno au Petit Palais. Et je dois vous dire que Jacques Chirac, ensuite, a suivi quotidiennement l'avancement de la préparation de cette exposition et en est devenu quasiment le guide. Catherine Clément. Il détestait Christophe Colomb. Il ne fallait pas lui dire Christophe Colomb, il sortait de ses gonds. Il avait une folle envie. Moi, j'ai entendu dire par un de ses conseillers qu'il avait toujours dans sa poche le discours aux Amérindiens des États-Unis d'Amérique, qu'il voulait dire devant les chambres américaines. Il voulait absolument faire ça. Bon, il ne l'a pas fait, c'était impossible, mais dans les choses qui lui donnaient des coups de sang, comme à Jérusalem, il y avait le nom de Christophe Colomb. C'était spectaculaire. Hein. D'où lui venait cet amour pour les arts premiers, Jean-Jacques Ayagon ? Vous savez, on est là au cœur du secret de chacune de nos personnalités. Tout jeune homme, déjà, plutôt que de ne s'intéresser qu'à ce qui fait notre délectation, les arts de notre civilisation, notre grande peinture, notre grande architecture, sa curiosité s'est portée vers l'Asie. Il a lui-même raconté, dès qu'il quittait le lycée, d'aller au musée Guimet, voir les chefs-d'œuvre de la Chine, de l'Inde, du Cambodge. Très tôt également, il a porté son regard vers l'Afrique. C'est un continent qu'il a beaucoup aimé. Il s'est intéressé également aux civilisations de l'Amérique précolombienne. Un jour, je rebondis sur ce que disait Catherine Clément. Il m'avait invité, j'étais ministre, à participer à un dîner qu'il offrait au président du Mexique, le président Fox, et Chirac sort devant Fox un discours extrêmement agressif sur les Espagnols, la colonisation, la destruction des civilisations précolombiennes. Et je dois dire que le président Fox, qui n'était sans doute pas de cet avis, s'est senti extrêmement gêné. On était à la limite de l'incident diplomatique. Oui, parce qu'il y avait aussi une dimension un peu tiers-mondiste chez Jacques Chirac dans ses prises de position internationales. Lorsqu'il évoquait les arts, il le faisait de manière parcimonieuse. On dit aussi qu'il appréciait
par exemple beaucoup le marteau sans maître de Boulez, qu'il était donc ouvert à la musique contemporaine, pas forcément aux choses les plus faciles, alors qu'il disait en public qu'il appréciait les fanfares militaires. C'était une sorte de pudeur, Jean-Jacques Aillagon. Écoutez, je ne suis pas sûr que la musique ait été sa passion. En effet, il a un jour déclaré qu'il écoutait avec beaucoup de plaisir le marteau sans maître. Et par ailleurs, je n'en sais rien. Et par ailleurs, je sais en revanche qu'il écoutait avec beaucoup d'attention de la musique japonaise, musique que peu d'entre nous écoutent. Mais s'agissant de mettre en œuvre une politique culturelle, il savait que même s'il n'aimait pas beaucoup la musique, si ce n'était pas sa passion, il avait le devoir de mettre en œuvre une véritable politique musicale. Et il a fait confiance aux deux grands ennemis de la scène musicale française de l'époque, Marcel Landowski, qu'il a nommé directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, et Pierre Boulez, à qui il a permis de réaliser l'IRCAM en soutenant contre Giscard d'Estaing la réalisation du projet qui avait été cher à Georges Pompidou. Donc c'est un homme qui savait également dissocier, ce que d'ailleurs tous les hommes politiques à mon avis doivent savoir faire, qui savait dissocier d'un côté la question de sa passion et d'un autre côté la question de son engagement. Mais dans les arts dits premiers, ces deux nécessités se sont retrouvées et rencontrées. Il était passionné d'un côté et d'autre part il a mis en œuvre une véritable politique dans ce domaine. Catherine Clément. Je me souviens d'avoir entendu raconter comment il s'était empaillé avec Giscard d'Estaing tout de suite au premier Conseil des ministres, parce que Giscard voulait supprimer un étage entier du Centre Pompidou. Et j'entends Jacques Chirac. Pardon ? Quel étage ? Je ne sais pas quel étage. Enfin, il avait pris la maquette, Giscard d'Estaing, et il avait enlevé un étage. De ses mains de feu de la terre, m'avait dit Jacques Chirac, une expression assez extraordinaire pour Giscard d'Estaing et que je trouve très justifiée. On continue sur le Chirac politique avec un moment particulièrement important de sa présidence, le non de la France à la guerre d'Irak en 2003. La France, avec bien d'autres pays, s'est efforcée de convaincre que le nécessaire désarmement de l'Irak pouvait être obtenu par des voies pacifiques. Ces efforts n'ont pas abouti. Quelle que soit la durée de ce conflit, il sera lourd de conséquences pour l'avenir. Mais la France, fidèle à ses principes, primauté du droit, équité, dialogue entre les peuples et respect des autres, continuera à agir pour que les crises qui ensanglantent ou menacent le monde trouvent des solutions justes et durables dans l'action collective, c'est-à-dire dans le cadre des Nations Unies, seul cadre légitime pour construire la paix en Irak. Jean Garrigue, pourquoi avoir fait ce choix ? Pourquoi avoir eu ce flair politique et cette représentation de ce qui allait suivre ? Je pense qu'il y a des éléments à la fois structurels et conjoncturels dans cette prise de position. L'élément structurel, c'est tout simplement une fidélité à l'héritage gaullien, d'une politique d'indépendance nationale, malgré tout, et bien qu'il eût une sensibilité radicale socialiste, il était quand même l'héritier aussi du général de Gaulle. Et il y a dans cette prise d'opposition le refus d'une subordination atlantique. Ce n'était pas... Jacques Chirac a été parfois atlantiste sur un certain nombre de sujets, mais dans cette circonstance majeure, il ne l'a pas été. Il n'a pas été aussi parce qu'il a compris à ce moment-là que la position de la France par rapport à la société française, par rapport au climat de la société française, ne devait pas être le suivi des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui a à la fois un sens politique et, je le répète, une fidélité aux origines. Il avait tranché avec l'héritage gaullien au moment du discours du Veldiv, parce qu'il avait repris à son compte ce que devait être véritablement une politique française originale. Là, de la même manière, mais en s'inscrivant dans l'héritage gaulliste, il donne une position et il le fait quand même, alors que tous les autres grands pays occidentaux s'alignent sur la position américaine. C'est donc une position qui est véritablement s'inscrit dans un héritage politique d'indépendance nationale, d'ailleurs qui dépasse même peut-être le gaullisme, qui est quelque chose qui fait que là, il est typiquement français. Jean-Jacques Aillagon, une réaction. Oui, je me disais que le sens de la nécessaire diversité des cultures qu'avait Jacques Chirac, qui animait Jacques Chirac, l'avait conduit à la fois
à vouloir reconnaître la part que le judaïsme avait pris dans l'histoire de notre pays. C'est la création à Paris du musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est ensuite la reconnaissance de la responsabilité de la France, employons les bons mots, dans l'effroyable extermination des Juifs pendant la guerre. Mais d'un autre côté, il était fasciné par les cultures du monde arabe, et c'est lui qui a intensément voulu la création au Louvre d'un département des arts de l'islam. Merci d'avoir évoqué votre Jacques Chirac.